Bonjour, je suis Guillaume Tostivin, créateur du podcast Une toute autre histoire. Cette chronique, ponctuée d'anecdotes, d'événements, de personnages historiques, va vous permettre d'appréhender différents conseils business management afin que vous puissiez les mettre en pratique dans votre quotidien ou dans votre travail. Le thème d'aujourd'hui est comment l'exigence dans son travail peut conduire à l'irréparable à travers l'exemple de François Vatel. Plus que jamais, les meilleurs leaders de ce monde se montrent exigeants. Ils réfléchissent quant aux moyens de pousser leurs collaborateurs plus haut encore. Ils s'attardent sur ce que les individus sont capables de faire et sur ce qu'ils seraient capables de faire. L'exigence requiert un esprit clair. Elle nécessite également d'avoir préparé l'ensemble des actions. Il s'agit nullement de tout contrôler, mais de réfléchir clairement aux actions qu'on peut entreprendre pour atteindre un objectif, pour le bien de l'entreprise comme des individus qui la composent. Mais parfois, il y a beaucoup d'excès avec l'exigence. L'exigence vis-à-vis de son entreprise et même vis-à-vis de soi, de son travail et même de sa réputation. Et pour ça, j'ai voulu prendre le cas de François Vatel. Le nom de Vatel est connu dans le monde entier. C'est un personnage légendaire des arts de la table sous Louis XIV et son destin est hors du commun. Et bien que Vatel n'ait jamais été cuisinier, son nom reste associé à la naissance de la grande cuisine française. Mais son suicide, que je vais vous conter, symbolise les exigences d'une époque où la table était un lieu de compétition entre les grands du royaume. Et là, clairement, le rôle de la hiérarchie du management est primordial. Parce que, clairement, s'il avait fait son travail, peut-être que ça ne serait pas arrivé comme ça. En même temps, le mal-être de Vatel était important. Il ne se connaissait pas suffisamment, il ne connaissait pas ses limites. Et en n'ayant pas en plus un manager bienveillant, il a perdu son discernement et a commis l'irréparable. Comment Vatel se serait adapté au XXIe siècle et à ses exigences? Comment vous l'auriez managé? Comment concilier exigence et le pendant qui est bienveillance? Est-ce que le burn-out de Vatel était inéluctable? C'est une question qu'on peut vraiment se poser. Avant d'arriver aux lessons learned de cette histoire, nous allons voir son parcours, ses relations avec ses employeurs, avant d'arriver à cette journée fatale du 24 avril 1771, qui aujourd'hui même encore passionne les historiens qui essaient de comprendre les raisons de son acte. Fritz Karl Vatel est né à Paris en 1635 de parents suisses. C'est le quatrième fils d'un aide-couvreur et les ressources de la famille sont assez modestes. Donc il est vraiment élevé sans que personne ne soit tellement occupé de son instruction. Vint pour François l'âge d'apprendre un métier. Il se sent aucune disposition pour embrasser la carrière paternelle, c'est-à-dire d'être lui aussi couvreur. Chaque dimanche après-midi avec ses parents, il se rend près de son parrain, de son frère aîné, le pâtissier traiteur Jehan Évérard. Et c'est au cours de ces visites qu'il doit sentir qu'il a une véritable passion. Il sent s'éveiller les premiers désirs de sa vocation. En 1646, à l'âge de 11 ans, il entre comme apprenti chez Évérard. Il va y rester pendant 7 ans. Et c'est comme ça que Vatel débute dans la pâtisserie. Le soir, il travaille tard la nuit, il apporte toute sa volonté à apprendre, à écrire, à compter, ce qu'il devait faire par la suite correctement, comme en témoignent plusieurs lettres rédigées de sa main lors de son service chez son premier employeur, Fouquet. Le jeune garçon est d'une implication et d'une réflexion exemplaire. Le traiteur pâtissier a plusieurs fois l'occasion de s'émerveiller de l'intelligence de son apprenti Vatel. À l'âge de 19 ans, il quitte son maître, donc Évérard, pour être employé chez un gentilhomme parisien. Sa réputation s'accroît, et là il est engagé comme chef de cuisine chez Fouquet, alors surintendant général du royaume. Pour le petit apprenti pâtissier, c'est clairement le début d'une grande carrière. Lors de son service, il est remarqué par Fouquet lui-même, qui clairement sent le potentiel et il est nommé maître d'hôtel alors qu'il n'a que 25 ans. Sa progression fulgurante le mène à être le grand ordonnateur des manifestations pour la réception de Louis XIV au château de Vaux-le-Vicomte lors de la fameuse soirée du 17 août 1661. C'est un véritable festin, un dîner de 80 tables, une trentaine de buffets et 5 services à table, le tout dans des assiettes en or massif ou en argent pour les hôtes les moins prestigieux. Le roi Louis XIV, par contre, ne supporte pas le luxe de son ministre des Finances. Donc va venir la disgrâce, le procès et la condamnation de Fouquet, le premier employeur, donc de Vatel. Que fait Vatel? Eh bien, il est inquiet pour lui. Il décide de s'enfuir en Angleterre. Et il y passe quelques années, mais il revient, il rentre à Paris en acceptant le titre de contrôleur général chez le prince de Condé. Ou plutôt, contrôleur de la bouche. C'est ce qu'il va faire entre 1667 et 1669, pendant 2 ans. C'est
Bon, c'est un peu une tâche ingrate, c'est d'être l'intendant de la cuisine, de surveiller les achats, veiller au stock, au ravitaillement de tout ce qu'ils mangent. Et lors des festins, les convives sont nombreux. La pression est grande, car effectivement son travail fait en sorte que tout soit parfait. Il prend son rôle très au sérieux, il ne supporte pas le moindre dérapage dans l'organisation de ses réceptions. En même temps, il a connu la réputation de Fouquet avec son exigence aussi lors de son passage à Vaux-le-Vicomte. Mais le problème, c'est que son deuxième employeur, le Grand Condé, eh bien, lui, je dirais, il a, comment dire, un destin politique à accomplir au niveau du Roi Soleil. Déjà, il a embelli son domaine. Il y a des grands travaux de restauration du château de Chantilly qui touchent à sa fin en 1671. Et clairement, le Grand Condé donc veut marquer le coup. En fait, c'est simple, les festivités doivent marquer le retour en grâce du Grand Condé auprès de son cousin, le roi Louis XIV. Ça doit être le comeback du Grand Condé sur la scène française. Parce que, souvenons-nous, il a trahi la France pendant la Fronde, entre 1648 et 1653, en combattant aux côtés de l'Espagne. Louis XIV a dû se réfugier à Saint-Germain-en-Laye et il en gardera un amer souvenir. Mais en même temps, le roi Louis XIV peut pas se passer l'un des grands militaires de son siècle. Donc il a besoin du Grand Condé. Donc c'est clairement un enjeu diplomatique et je dirais politique qui se joue entre le Grand Condé et Louis XIV. Et Vatel va être au milieu. Donc Louis XIV décide de passer l'éponge de la Fronde et accepte l'invitation du Grand Condé de le rendre visite à Chantilly. Sauf qu'il va pas venir tout seul, vous allez voir. Il va venir avec 3000 personnes. Et j'avais toute la cour et plein de nobles. En plus, une grande pression parce qu'il faut épater Louis XIV. Lui, il vient d'installer la Galerie des Glaces dans sa demeure. Donc pour l'épater, il faut tout donner. Il va y avoir 3 jours et 3 nuits de fêtes qui sont prévus, ainsi que 3 banquets donc pour accueillir le roi Soleil et donc les 3000 membres de sa cour. L'avenir du prince de Condé, qui en plus est ruiné, puisqu'il a essayé il a tout misé sur la restauration du château, eh bien, est complètement dans les mains de François Vatel, qui doit préparer les menus et des mises en scène dignes du roi en 15 jours seulement. Donc très stressé par la visite royale, et ça peut se comprendre, le maître d'hôtel n'a plus dormi depuis 12 nuits. Il est au four et au moulin, il est chargé des achats de nourriture, de l'embauche du personnel, il supervise la préparation des menus et des plans de table. Il faut que rien ne manque, que le séjour du roi Soleil soit parfait. Hélas, pour Vatel, qui a, je le rappelle à ce moment-là, 34 ans seulement, rien ne va se passer comme prévu, du moins à son niveau et à travers, je dirais, son niveau d'exigence. Là, donc, arrive le jeudi 23 avril 1671, il est 16h, les premiers invités commencent à arriver. C'est un flux permanent d'hommes, de femmes fardés comme des voitures volées qui s'amoncellent dans les jardins du château. Vatel a choisi d'installer 25 tables d'honneur. Les autres invités moins prestigieux se contenteront de manger debout et de piquer dans les gigantesques buffets. La mécanique est plutôt bien huilée, la soirée démarre bien, mais c'est le drame. Vatel a mal évalué le nombre de rôtis nécessaires pour les tables d'honneur. Le pauvre Vatel est inconsolable, son honneur est souillé. Et pourtant, le maître d'hôtel se fustige pour pas grand-chose, parce que aucun des convives n'avait remarqué l'absence de ces fameux rôtis. Mais peu importe, lui, Vatel, il est au courant. Et clairement, en plus, les accidents se succèdent, le temps est mauvais, le feu d'artifice tiré en l'honneur du roi vire au fiasco. La soirée est assez compliquée. Vatel va directement se lamenter auprès de son employeur, qui doit être son manager, le Grand Condé, qui le rassure et le cajole comme il peut. « Mais non, Vatel, rien n'est si beau que le souper du roi. »« Monseigneur, répartit Vatel, votre bonté m'achève. Je sais que le rôti a manqué à 2 tables. »« Point du tout, ne vous fâchez pas, tout va bien. » Malgré tout, Vatel est à cran et le Grand Condé ne voit rien. Le lendemain, c'est vendredi. Et là, le vendredi, qu'est-ce qu'on mange ? Parce que c'est jour du carême, du poisson. Mais Vatel ne veut pas se contenter de servir des poissons d'eau douce à la chair bien trop commune. Pour en mettre plein les yeux et plein les papilles aux invités, Vatel décide de ne pas proposer justement ces poissons, mais vraiment des poissons de mer comme la sole, le turbo ou la limande et la raie. Des poissons qu'on trouve toute l'année mais qu'on fait parvenir dans les terres que ponctuellement. Il a même commandé des coquillages et autres fruits de mer. Sauf que le château de Chantilly, qui est situé à quelques encablures au nord de Paris, est loin, très loin la mer.
À cette époque, il n'y avait pas de camion réfrigéré, il n'y avait pas forcément d'autoroute. Donc, le risque que le poisson tourne ou qu'il n'arrive pas à l'heure est très très fort. Vatel le sait, il est conscient de cette prise de risque. Il passe commande de poissons par milliers auprès d'une grosse dizaine de ports des côtes normandes. Et ça, il l'a fait dès le mercredi. Donc, clairement, il y a Boulogne-sur-Mer, il y a dans la baie de Somme, il a tout évalué pour pouvoir nourrir tout le monde. Pour que tout soit prêt à temps, les poissons doivent arriver dans la nuit de jeudi à vendredi. Sauf que à 4 heures, Vatel se réveille, il y a une première livraison qui arrive, et plus rien ne va arriver. Et ça jusqu'à 8 heures du matin. Jusqu'à 8 heures. Ce qui est pas logique. Parce que comment il va pouvoir le servir pour le banquet? C'est impossible. Pas l'ombre de la moine dorade à l'horizon. Les invités vont passer à table à midi pétante. La pression est à son comble. Il est 8 heures du matin et Vatel décide de s'enfermer. Et là, grande nouvelle, eh bien, on apprend que les poissons viennent d'arriver. On cherche Vatel, on cherche dans sa chambre, mais sa porte est fermée à double tour. On toque, on crie, on finit par rentrer, et on trouve le corps de Vatel, qui gît au sol dans une mare de sang. Près de lui, il y a une épée avec laquelle il s'est transpercé à 3 reprises. Le roi Soleil, informé par le prince de Condé, se montre affligé d'un tel sens de l'honneur. Mais la fête nous continue jusqu'à son terme. Le soir même, Madame de Sévigné, qui relate les faits, écrit à sa fille « Vatel, le grand Vatel, s'est poignardé ». Et elle ajoute en fin de courrier que c'est une chose fâcheuse lors d'une fête à 50 000 écus. On se frotte les yeux quand on lit ça. En fait, vraiment, on se rend compte que il en faut plus pour que le suicide de quelqu'un pour que la fête s'arrête. Tout le monde est au courant de la mort de Vatel, mais Gourville, le second, après la relève et a fait de son mieux. Tout le monde ripaille comme si de rien ne s'était passé. Donc, Marquise de Sévigné dit encore, on dîna très bien, on se promena, on joua, on fut à la chasse, tout était parfumé de jonquilles, tout était enchanté. Et on mangea comme si un grand deuil n'était pas inopinément tombé sur la cuisine. Au final, donc les 3 jours vont se dérouler à merveille. Le prince de Condé obtient à nouveau les faveurs de Louis XIV, qui, pourtant, ne va pas rester pour le dernier soir des festivités, mais une partie de la cour est restée jusqu'à la fin. Donc, pour ceux qui se poseraient d'ailleurs la question par rapport à Chantilly, la crème de Chantilly, c'est pas du tout Vatel qui en est à l'origine, c'est Catherine de Médicis qui l'a importé, il fallait juste le préciser. En plus, comble de malheur pour Vatel, c'est que il s'est suicidé. Et le suicide est un péché grave aux yeux d'Église. Vatel ne peut même pas être enterré de manière digne. Donc Gourville, rapidement, quand il a pris la suite, il l'a déposé dans une fosse non bénite. On pense que le roi est intervenu pour que le cadavre du brave homme puisse être enterré, car le suicide, clairement, Louis XIV en avait une vision particulière et il voulait vraiment pas que le corps de Vatel soit jeté aux ordures. Vatel repose aujourd'hui dans le cimetière de Vineuil-Saint-Firmin. Alors quelle leçon on peut en tirer par rapport à l'exigence, par rapport à ce burn-out, à tout ce qu'on peut voir? Déjà, une première chose moi, qui m'a paru fondamentale, c'est ne dévalorisez pas votre expérience. Ce qui est fou, c'est que la fuite de Vatel en Angleterre est assez incroyable. Il est persuadé que d'avoir été, présent à cette fête de Fouquet, ça va faire tache sur son CV. Alors qu'au contraire, il a ébahi tout le monde. La faute en revient presque à son patron qui en a trop fait. Et Louis XIV avait un plan, c'est-à-dire de débaucher justement les grands de la soirée de Vaux-le-Vicomte, le Nôtre, le Brun, le Molière, le Vaux, et le roi Soleil n'a même pas eu le temps de faire une proposition d'embauche à Vatel. Alors, pour notamment Versailles. Certes, il aurait eu la pression, mais il s'approprie le déshonneur de Fouquet, et c'est vraiment symptomatique déjà sur ce souci d'honneur, d'exigence et de fidélité. Encore une fois, le Nôtre, le Brun, Molière vont pas s'en soucier et vont arriver à la cour de Louis XIV. Donc ça, c'est particulièrement surprenant. Ne vous attachez pas trop d'importance par rapport à la réputation de votre précédent employeur. Ne vous sous-estimez pas, ne dévalorisez pas vos achievements. La deuxième chose, c'est qu'il faut apprendre à se seconder et à prendre du recul. Vatel prend toute la pression des festivités de Chantilly. Il sait qu'il va connaître 12 jours intenses, mais il ne fait rien, entre guillemets. Pour ça, il préfère subir cette pression. Et ce qui est fou, c'est l'incident des 2 rôtis qui manquent sur les 3000 personnes. Ça s'est même pas vu.
Et son patron n'arrive même pas à lui faire prendre du recul. Vatel va lui-même minimiser tous les compliments, voire les sous-évaluer. Il ne va se concentrer que sur les points négatifs. Sa capacité de jugement est clairement altérée. Et là, c'est presque une faute de l'employeur qui aurait dû s'en rendre compte. Si ça arrive à un collaborateur que vous managez, surtout, faites en sorte qu'il ne perde pas le sens des réalités et ne reproduisez pas l'erreur du Grand Condé. Troisième chose, vous ne pouvez pas tout contrôler. Vatel a eu beau anticiper dès le mercredi, il a subi le retard d'acheminement. Tout n'est pas contrôlable, surtout quand, pour lui, il travaille dans l'événementiel, la logistique. Et en plus, l'histoire a montré que l'approvisionnement lié à la marée à cette époque était particulièrement difficile. Donc, il s'est vraiment compliqué la tâche. Donc, en fait, ce qui est plutôt attendu pour un collaborateur, c'est presque sa capacité d'adaptation. Vatel aurait pu tout à fait alterner différents menus, imaginer différentes choses pour avoir une grande latitude, alterner le midi et le soir, mais il était plus dans son état normal et il avait plus la lucidité pour avoir ce type de raisonnement. Donc clairement, ce qui est attendu quand il y a une crise, c'est vraiment l'adaptation, même si, encore une fois, vous avez pu faire tout ce qu'il fallait, c'est s'adapter. Vous ne pouvez pas tout contrôler, ne culpabilisez pas et ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Quatrième chose, apprendre à déléguer, car nul n'est irremplaçable. Va-t-elle penser qu'il était indispensable par rapport à ce stress? Et en fait, on a vu que Gourville a pu prendre la suite, je dirais, sans trop de problème, il l'a complètement assuré. Donc c'est fou, mais ça donne la fâcheuse impression que nul n'est irremplaçable, puisque même les invités ne sont pas rendus compte de l'absence du chef en cuisine. C'est seulement parce que ça s'est ébruité qu'il y a eu sa mort. Donc pareil, attention, personne n'est irremplaçable, apprenez à voir qui peut prendre la relève à n'importe quel moment. Dernière leçon, vous pouvez vraiment vous relever à partir d'une erreur ou d'une réputation qui aurait pu être mise à mal par rapport à un échec. Il y a un historien qui a dit avec clarté, il s'appelle Dominique Michel, que les sources permettent d'établir avec certitude, épuisé par une succession de nuits sans sommeil, tenaillé par le souci de l'excellence et contaminé par une forme d'honneur nobiliaire, va-t-elle se suicider parce qu'il s'est imaginé que sa réputation ne pourrait survivre à l'affront qu'il se préparait. Et c'est ça qui est fou, alors que franchement, il aurait pu faire encore plein de banquets et avoir une carrière encore plus impressionnante. Seulement à 34 ans, il a persuadé que sa carrière allait s'arrêter là. Et c'est un peu le côté spectaculaire du geste de Vatel se transforme à partir du 19e siècle en une sorte de fait d'armes de l'histoire culinaire en France. Et il y a un côté disproportionné qui en fait un objet d'étonnement et même de mystère. Cette histoire a été aussi bien portée dans les romans, au théâtre et même au cinéma avec le film avec Gérard Depardieu, le film de Roland Joffé, pour essayer de percer et d'imaginer les véritables motifs du suicide de Vatel. Et la plus belle des reconnaissances, c'est quand même l'école hôtelière Vatel, qui a été fondée par Alain Séban en 1981, qui porte son nom lié et qui représente toute l'honneur, l'exigence qui est nécessaire au métier de l'hôtellerie et de la restauration. Et aujourd'hui, c'est un des leaders, si ce n'est le leader de la formation dans ce domaine-là. Voilà ce que l'on pouvait dire sur l'histoire de Vatel, sur ses employeurs, ses managers qui n'ont pas fait suffisamment de bienveillance, n'ont pas pu sentir les signaux faibles de cet excès d'exigence que Vatel pouvait avoir. Et aussi, donc, ce qu'on peut se dire, c'est que la prochaine fois que vous aurez l'impression de vous tuer au boulot, pensez au destin de ce pauvre Vatel qui a littéralement pris cette expression à la lettre. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez des idées d'épisodes. Je donne des conférences sur différents sujets, sur les talents, les compétences, l'innovation, le management à distance. Donc n'hésitez pas à me solliciter si vous êtes intéressé. À très bientôt.